Bonjour Myriam. Bonjour Rachid. Le Maroc veut faire de l'apprentissage un pilier de l'employabilité. En effet, et commençons d'abord par les chiffres rapportés par la Nouvelle Tribune. Chaque année, ce sont 280 000 jeunes qui quittent l'école et seuls 20 000 accèdent à une formation par apprentissage. Face à ce gouffre, le gouvernement veut changer d'échelle. 100 000 stagiaires par an grâce au programme national Tadarrouj, lancé fin octobre et dédié à la démocratisation de cette pratique de l'apprentissage et qui se dote aussi d'un budget conséquent de 800 millions de dirhams. Autour du ministre de l'Emploi, Younes Sqouri, le patronat a répondu présent. La CGEM soutient l'idée d'une formation plus proche des entreprises, mais le diagnostic est sévère avec un recul de 20% de la formation en milieu professionnel depuis 2020, de 30% de l'alternance et de 7% de l'apprentissage. Mais derrière ces annonces, le débat politique, lui, s'enflamme. Comme le rapporte le 360, la séance des questions orales dans la Chambre des représentants a donné lieu à un échange tendu entre gouvernement et opposition. Le ministre lui défend un recul du chômage de 13,7 à 12,8% et la création de 160 000 postes uniquement cette année. L'opposition rétorque que 12,8%, c'est encore 1,6 million de personnes sans emploi, insistant sur ces chiffres qui ne reflèteraient pas la réalité. Pendant que le Parlement en débat, le monde économique, lui, s'organise. Comme le rapporte le matin, l'ISCAE et la Chambre française de commerce et de l'industrie lancent aujourd'hui le Carrefour du Manager 2025. 2 jours de débat, plus de 60 entreprises présentes, des ateliers, des rencontres avec les étudiants, avec comme thème une question centrale: quel métier et compétences pour le Maroc en 2030 ? L'ambition est claire, renforcer ces passerelles entre écoles et entreprises. En somme, malgré les défis, la volonté politique est là et les entreprises se mobilisent pour que les attentes de la jeunesse se traduisent aujourd'hui en opportunités concrètes. Et la presse s'intéresse aussi à la logistique maritime africaine. Et c'est un mouvement qui se structure aujourd'hui car il est devenu décisif. Comme le rapporte l'opinion, près de 300 décideurs se sont réunis à Dakhla pour poser les bases d'une nouvelle architecture logistique pour créer les conditions d'un marché unique africain. Objectif: désenclaver l'Afrique, soutenir la ZLECAf et positionner Dakhla comme un hub afro-atlantique. L'enjeu, évidemment, rompre avec une réalité bien connue. Les échanges intra-africains plafonnent à 15% du commerce continentale à cause des coûts, des délais et surtout des fragmentations des procédures. Et ce virage arrive au moment où le continent devient aujourd'hui un marché refuge pour le transport maritime mondial. Selon Jeune Afrique, alors que les profits s'effondrent en Europe et en Asie, les grands armateurs comme CMA, CGM et Maersk redirigent leurs navires vers le continent africain. Pourquoi ? Parce que les tarifs des frettes restent élevés et que la consommation africaine continue de progresser malgré des tensions à l'échelle mondiale. Et dans un contexte de crise des routes traditionnelles, les ports africains deviennent des zones de stabilité, mais aussi d'opportunités. Mais la question logistique dépasse largement aussi le continent. Dans un billet pour la Tribune, Gérard Vespierre rappelle un fait clé: l'Afrique est l'un des maillons essentiels de la sécurité d'approvisionnement de l'Europe. Chaque année, elle importe 25 milliards d'euros de minerais indispensables à ces industries. Des lignes stratégiques pour les États africains, mais aussi pour l'Europe qui multiplie partenariats et investissements pour sécuriser ses routes. Et lorsque ces corridors se bloquent à cause de conflits, d'exclusivité contractuelle ou de manque d'entretien, c'est toute la chaîne d'approvisionnement mondiale qui se grippe. En somme, sans surprise, une Afrique connectée aujourd'hui est désormais indispensable à l'économie mondiale. La plateforme X permet désormais de voir le pays d'origine des comptes qui sont actifs et c'est une manière de lutter contre la désinformation. Oui, et c'est une petite mise à jour technique mais qui a déclenché un séisme planétaire comme le révèle le Parisien. Le réseau social X affiche désormais le pays d'origine d'un compte directement depuis la fiche utilisateur. Une première selon les équipes d'Elon Musk pour garantir l'intégrité et la transparence de la place publique mondiale. Concrètement, en cliquant sur la date de création du profil, on voit désormais le pays d'où le compte agit. Une manière, explique X, d'aider les utilisateurs à vérifier l'authenticité d'un contenu à l'heure où les deepfakes, l'IA et la désinformation surtout se multiplient. Sauf, oui, que cette mise à jour ne s'est pas passée comme prévu. Comme le rapporte le Huffington Post, les premiers tests ont fait apparaître une vague d'incohérences. Des comptes pro-américains très actifs, basés au Nigeria, au Pakistan ou en Thaïlande. X s'en défend, les adresses IP évoluent. Certains comptes ont été créés à l'étranger, les VPN brouillent les données et la plateforme reconnaît que les informations ne sont pas à 100% fiables pour les anciens comptes.
Des corrections sont attendues d'ici aujourd'hui, mais ces anomalies relancent deux inquiétudes, la peur du doxing, soit la divulgation de données personnelles, et la visibilité forcée des utilisateurs situés dans des pays où la liberté d'expression est risquée. Effectivement. Et le Maroc, avant de terminer, Rachid. Le Maroc aussi est concerné, Rachid, je voulais le préciser. Selon APA News, cette fonctionnalité a dévoilé des faux comptes étrangers qui se font passer pour des Marocains. Ils sont actifs depuis l'étranger, des profils très politisés, parfois hostiles, qui cherchent à orienter artificiellement l'opinion marocaine. Un phénomène déjà surveillé par les services de renseignement. La plateforme offre désormais un outil pour les identifier, mais les spécialistes préviennent. Cette transparence révèle surtout l'ampleur des ingérences numériques étrangères, un enjeu stratégique pour plusieurs États. Un rappel que dans l'ère post-vérité, l'origine d'un message compte parfois autant que le message lui-même. Effectivement. Et à propos de désinformation, un ouvrage vient de sortir pour mieux comprendre ce fléau numérique. Un ouvrage, disons-le, qui arrive au bon moment. Son titre, Lutter contre la désinformation, savoir, enjeux et pratiques, écrit par le journaliste et universitaire Mohamed Benabid et publié par le Policy Center for the New South. Un livre dense qui remonte au mécanisme profond de cette tendance. Benabid ne cherche pas à s'indigner, mais à expliquer comment se fabriquent les contenus trompeurs, comment ils circulent, pourquoi ils prennent. Et il propose 3 leviers d'action. D'abord, avoir des plateformes avec des algorithmes transparents, soutenir les médias professionnels et sensibiliser les utilisateurs très tôt pour distinguer les contenus générés par l'IA. Un essai qui veut reconnecter compréhension, régulation et éducation pour redonner de la robustesse à notre espace public numérique. Nous sommes aujourd'hui, Myriam, le mardi 25 novembre 2025. Quel autre 25 novembre avez-vous retenu dans l'histoire ? Vous l'avez dit, Rachid, nous sommes le 25 novembre, une date qui revient chaque année et qui pourtant ne devrait jamais exister parce qu'elle rappelle un chiffre que l'on peine encore à regarder en face. Une femme sur 3 dans le monde a subi des violences, près de 840 millions de vies bouleversées selon l'ONU et derrière chaque statistique, une histoire, une vie qui se rétrécit, parfois jusqu'au silence. En cette journée qui lutte contre les violences faites aux femmes, l'ONU le dit clairement, les violences commencent tôt, frappent dans toutes les classes sociales et explosent en zone de conflit. Aujourd'hui, elles se déplacent sur un autre terrain, le numérique, deepfake, cyberharcèlement, traque en ligne. La violence a trouvé un nouvel espace plus furtif, plus sournois, amplifié par l'IA et l'anonymat. Et ce qui se débute sur un écran ne reste jamais sur un écran. Les femmes marocaines le savent, 58% disent avoir subi une forme de violence numérique. Alors partout, les initiatives se multiplient. À partir d'aujourd'hui, ONU Femmes relance les 16 jours d'activisme pour briser le silence. Parce que cette journée n'est pas un rappel du passé, c'est un appel à transformer notre présent et peut-être un jour à rendre cette date inutile.